Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on continue la suite des reviews de Rebuild of Evangelion avec 2.22. Alors, on va pas parler pendant l'unboxing des différentes versions qu'il y a eu du film, etc. On va juste présenter vite fait l'édition que je possède et je vais pouvoir vous montrer cette fois-ci sur le deuxième film justement à quoi ressemblent les éditions collector qu'il y avait eu, puisque tout simplement on était malheureusement sur un point où j'avais plus l'édition collector donc. Attends, donc bon, c'est un peu le problème, donc il va falloir que je vous montre avec l'édition japonaise, à quoi ça ressemble. Mais là, pour l'instant, déjà, on va faire l'édition standard française. Alors, c'est une édition comme d'habitude pour 1.11, comme pour 1.11, visuel CGI, franchement, j'ai jamais été très fan de ces visuels-là. C'est quelque chose que je détestais, personnellement. Quand ils ont été présentés, la première fois sur 1.11, et même sur 1.01, il y avait eu aussi en DVD. C'était pas beau. Enfin, franchement, le 2.22, c'est pareil, hein, d'ailleurs, c'était vraiment pas beau du tout. On est sur un Blu-ray, Amaray classique, hein, c'est celui de Dybex, hein, de toute façon. Donc, vous avez, le visuel qui est comme ça. Comme sur 1.11, vous avez ici, le résumé au niveau du texte et cetera, tout ici. Vous avez les spécifications techniques ici. Alors, encore une fois, c'est marqué audio 6 points, aussi bien pour la VF et la VO. Donc on ira voir ça sur la seconde partie de la review, si c'est réel ou pas. On a les sous-titres français et néerlandais. Il y a aussi espagnol, hein, parce que de toute façon, on le verra sur le disque, il y a un logo Selectavision, hein, de toute façon. Donc voilà. Encore une fois, il y a un logo Dolby 3 HD, qui n'a rien à faire ici, hein, parce qu'il n'y a pas de Dolby 3 HD dans le Blu-ray, donc je comprends toujours pas. Logo d'Ibex, format 16 neuvième. Alors, format 16 neuvième anamorphique, non, parce que c'est du format 16 neuvième plein. C'est d'ailleurs l'avantage justement du support Blu-ray. C'est qu'on n'a pas besoin de faire du 1440 par 1080 avec un aspect ratio pour repasser en 1920 par 1080 logiciellement. Mais ça, on le sait quand on connaît le métier. Donc, voici le disque de 22. Bon, c'est un disque qui est assez similaire, vous allez le voir après, je vais vous le montrer, au disque japonais. On voit ici le logo Selectavision, donc on est encore très probablement, sauf si c'est un partage du design du disque, mais ça m'étonnerait quand même, on est sur un disque commun d'Ibex Selecta, encore une fois. On verra ce que ça donne justement sur cette seconde version, sur ce second film, hein, justement, qui est le plus intéressant d'ailleurs, qui est un chef-d'œuvre, hein, parce que quand on passe de 1.11, qui techniquement quand même, je vous l'avais montré, hein, je vous invite vraiment à voir la vidéo de 1.11 où je vous explique toute la genèse du film, toutes ces versions, tout ce qui s'est passé sur le film, pourquoi certaines scènes sont floues, etc. Vraiment, si vous n'avez pas vu la review de 1.11, allez la voir, vous allez en apprendre beaucoup sur le film. Et voilà, si donc l'édition japonaise. Donc c'est l'édition japonaise, on la reconnaît grâce à ce petit code ici, le Kiksa35, c'est le deuxième film de .22. Donc c'est une version, ça c'est la version dite collector avec, vous voyez cet effet granulé qui est ici, assez commun justement à toutes les éditions d'Evangelion, c'était pareil sur 1.11 hein, d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Donc vous avez un effet texturé comme ça, granuleux. Vous avez à l'intérieur le support de disque aux couleurs du coffret, enfin bien sûr, hein, du plateau, orange. Et vous l'avez ici, le disque en noir. Voilà, vous voyez, mais c'est le même design au final, hein, c'est exactement pareil. De toute façon, les designs étaient les mêmes. On pouvait s'amuser à changer un peu la couleur vite fait, mais voilà, le nom du film là, le logo Starshield ou le logo Kala ici, logo Blu-ray ici. Et vous aviez un petit bonus dedans, c'était ça, c'était ce livre-là, qui présentait d'ailleurs tous les personnages ici là du film, dont l'introduction d'un nouveau personnage que voici ici, que voilà. On va en parler justement, hein, parce que c'est très important justement que vous voyez, regardez bien ce personnage-là, regardez-le bien, hein. On ira en discuter dans les sous-titres. Vous allez voir, il y a quelque chose qui est très intéressant que j'ai découvert justement pendant que je faisais la review. Donc vous avez la présentation des personnages, les Eva, etc. Bon voilà, les anges qui arrivent dans ce film, vous avez le spécial content, vous avez même, et ça c'était sympa quand même parce que ça prouve vraiment le soin qui a été apporté quand même à ce Blu-ray, vous aviez le chapter list, donc parce que sur un lecteur Blu-ray, quand vous mettez les chapitres, etc., bon voilà, en général c'est chapter 1, chapter 2, chapter 3, etc. Mais là en fait, vous les avez directement avec les noms des différents chapitres donnés par Kala, et même jusqu'au point pour dire que ce chapitre-là, c'est les copyrights, c'est assez marrant. Mais voilà, vous avez tous les chapitres qui est ici. D'ailleurs, normalement, en vrai, un bon éditeur, quand il est vraiment professionnel,
Mais bon, ça, c'est vraiment du détail quand même. C'est vraiment pour plaire aux fans hardcore de Evangelion. Un bon éditeur, en vrai, il fait des chapitres avec ça, en fait, dans son menu Blu-ray, avec justement ça. Il met les noms directement dans le menu. Il fait une page directement chapitre, et tous les chapitres, c'est cela. Après, le problème, c'est que c'est chiant à faire, hein, parce que il faut vraiment faire un point, écrire, un point, écrire, un point, écrire. Il faut vraiment reprendre exactement l'emplacement des chapitres pour pas se tromper, parce que là, comme ils ont des noms bien spécifiques, ils correspondent justement à à des, euh, à des plans du film d'animation. Donc on le voit, hein, d'ailleurs, hein, 2M14, EM10 c'est long, re-short, short re, 2M17, KK0A8, Rubato, voilà, plein de choses comme ça. Vous voyez, même par exemple, là ici, il y a le 2EM30 Goodbye Karaoke Re 03, Kids Score pour Kids Choral. Re 03, donc révision 03, plus Ayashi... Attends, on va y arriver, parce que là, je l'ai à travers la caméra, donc c'est très compliqué. Ayashibara Re 03 stéréo, plus Ayashibara Strem Re, c'est pour vous dire, à vos souhaits. Donc voilà, c'est vraiment typiquement le genre de truc, voilà, ça c'est vraiment chiant, faut vraiment pas se planter, il faut vraiment mettre au bon endroit, etc. Mais bon, après ça, c'est vraiment les fans hardcore... qui permettent de faire ça, mais bon, voilà. Et derrière, vous aviez aussi tout ce qui était production au niveau du film, etc. Ça, on l'avait hein, dans le disque français, hein, c'était aussi fait. C'était sympa, mais voilà, en tout cas, l'édition japonaise et l'édition française se ressemblent de toute façon énormément, c'était à peu près la même chose, donc voilà. Donc, on va passer à 2.22, de toute façon, il y a plusieurs versions en plus de 2.22, hein, pas au niveau du film, hein, mais au niveau édition, hein, la dernière en date, c'est celle du Crystal Case Ultimate Edition que je vous avais présenté dans 1.11, dans la review technique. Ce film y était aussi, et il y est aussi avec sa version d'origine 2.0. De toute façon, on va en parler dans la seconde partie de la review, de toutes les versions du film, de la qualité vidéo de ce film, si y a eu une évolution technique quand même au niveau de l'animation, de sa définition, parce que je vous rappelle 1.11, ben, c'était pas non plus le panacée hein, quand même, hein, c'était pas ouf hein, quand même au niveau définition de l'animation, au niveau de la CGI, hein, il y avait quand même des choses qui étaient vraiment bizarres par moment. On verra ce que ça vaut sur 2.22, à tout de suite pour la seconde partie de la review. Et préparez-vous, ça va être un peu long. Bon, j'ai pu analyser toutes les versions d'Evangelion 2.22 hein, au niveau comparo, hein, c'est quand même assez compliqué, mais on va restreindre un peu les choses. Voici mon avis. Au niveau de la définition, nous sommes 1901 par 1080 avec un ratio 1,77. D'ailleurs, c'est le dernier film d'Evangelion, des Shin Evangelion qu'on va avoir en plein format 77. On va passer en 2.35D 3.33, on en reparlera dès que la review sortira. Un FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne 17 mégabits par seconde. Nous voici à 2.22. Pour cette review, on va réduire le nombre de versions sur le banc de montage car c'est infernal pour bosser. On va se concentrer sur l'édition japonaise de Star Shield de 2010 que vous avez vu pendant l'unboxing, l'édition japonaise de King Amusement de 2025, celle du box Ultimate que je vous ai montré, que je vous remonte d'ailleurs en image, l'édition italienne d'Init de 2010 et l'édition américaine de Funimation de 2011, tout ça pour comparer avec notre édition française d'Ibex édition standard que vous avez vu pendant l'unboxing. 2.22 est le seul film des 4 à ne pas avoir eu troisième version. Il n'y en a eu que 2 sur ce film et on va les lister vite fait. 2.0 qui est la version diffusée au cinéma, elle n'a jamais été exploitée en home vidéo en France ou ailleurs en Occident. Seul le Japon a eu fin d'année 2025 cette version dans le box Ultimate en intégralité avec toutes les versions du film, a couplé à une version 2.22 qui est la version home vidéo qui propose directement la version Blu-ray. C'est cette version que nous avons eu partout dans le monde à l'époque, pas de problème de colorimétrie sur ce deuxième film. Les leçons du premier film ont été retenues pour la sortie de ce disque. Cette version apporte beaucoup de modifications au niveau des plans du film. Un poster avait d'ailleurs été diffusé à l'époque pour lister tous les plans qui ont été retouchés ou ajoutés sur le film. Il passe d'ailleurs de 1h48 pour sa version cinéma à 1h52 dans sa version 2.22 home vidéo. Et enfin, dans le box Ultimate, sorti fin 2025 au Japon, une version 4K Ultra HD de 2.22 est disponible qui propose nativement la profondeur couleur 10 bits. La compression H65, c'est, on peut le dire, la perfecte édition de 2.22. Elle est la plus proche des choix de Kala au niveau couleur. Ce second long métrage de Shin Evangelion est bien meilleur au niveau qualité de CGI. Il n'y a qu'à voir hein, quand même au niveau du film, c'est bien meilleur au niveau netteté. Il y a un gain vraiment visible qui est entre 2.22 et 1.11. Ça n'a rien à voir entre les deux films, c'est vraiment bien plus propre sur 2.22. Le gap vraiment au niveau de qualité de la CGI et de sa netteté, quand même
impressionnant sur 2.22. Quand on voit justement le si peu de temps qu'il y a entre les deux, il y a quand même une belle évolution qui a été faite entre ces deux films. Notre Blu-ray partage encore une fois la base Autoring, donc les menus, le scriptage du disque, avec Selecta Vision. Mais l'encodage cette fois-ci n'est pas commun ni avec Dini, ni d'ailleurs avec aucune autre édition dans le monde, sauf Selecta au niveau vidéo. Je vous montre toutes les courbes à l'image, c'est très différent sur chaque disque Blu-ray, mais comme vous le voyez, notre Blu-ray est vraiment très faible niveau débit vidéo avec un 17 mégabits par seconde, ce qui, pour un film de cette qualité avec un workflow natif 10 bits converti en 8 bits, ça va poser beaucoup de problèmes, on le verra après. Je vous l'ai expliqué sur la review de 1.11, 2.22 est lui aussi stocké sur HDCam SR. Ce support de stockage professionnel offre énormément d'avantages pour conserver des œuvres comme Evangelion. Contrairement à sa version classique, la version SR supérieure résolution apporte la gestion complète de la définition 1920 par 1080, ce qui n'était pas le cas de la version standard, justement limitée au 1440 par 1080. Et en plus d'une définition plus importante, le HDCam SR bénéficie du support natif du 10 bits en profondeur couleur. Notez bien que cet élément est très important pour la suite. Le problème, c'est que notre Blu-ray français s'est complètement foiré de deux façons. En premier, et au moment du transfert HDCam SR vers le fichier pivot, il a été fait dans un workflow 8 bits. Funimation a fait la même bourde d'ailleurs à ce sujet-là. Il y a du color banding qui est réapparu automatiquement sur la vidéo, classique. S'il n'y a pas de desering, il n'y a pas une bonne conversion, tu le payes cash. C'est pour cette raison que Sony PCL avec 1.11 et d'ailleurs 2.22, ils ont tout fait pour conserver au niveau du HDCam SR la profondeur couleur 10 bits en lossless pour pouvoir concevoir le Blu-ray japonais avec le SBMV. Je vous le remontre à l'image. C'est pour ça justement que le Blu-ray japonais a quand même une très très bonne gestion du color banding parce que justement ils ont conservé le 10 bits sur le fichier qu'ils avaient sur la machine et ils ont pu faire le 8 bits avec le SBMV entre deux. Donc c'est là-dessus que le Japon avait un avantage. Le truc c'est que on sait pour quelle raison, c'est que l'encodage de Selecta s'est aussi planté sur un autre problème, c'est sa colorimétrie. Il y a un énorme problème de gamma et de colorimétrie. Je vous le montre à l'image, je vous fais défiler toutes les versions, et vous verrez que le seul encodage qui a un souci, c'est celui de Dybex et donc de Selecta. Et ça, c'est un énorme problème. Évidemment, avec un aussi gros problème de colorimétrie et de gamma, le color banding est vraiment énorme, bien plus que la version Funimation. Sur les scènes bleu-violette et le rouge, c'est vraiment horrible à l'image. Personne chez Dybex et Selecta n'a vu qu'il y avait un gros problème de qualité vidéo et qu'il y avait un gros problème d'écart colorimétrique assez important. On dépasse les 10%, hein, juste pour information. Sur ce qu'on voit à l'image, hein, on est vraiment assez important. Et en plus, on voit quand même des choses assez graves. Hein, quand même. La scène justement où il y a Shinji qui est dans sa chambre et Casca le rejoint, c'est une scène où justement elle est violette et bah, elle passe bleue en fait tout simplement sur la version d'Ibex Selecta. Et ça, c'est un énorme problème colorimétrique. Donc, il y a clairement eu un gros problème là-dessus. C'est pas du tout la version qui est conseillée pour voir le film. C'est impossible. Même la version Prime Video, c'est pour vous dire, qui est basée sur la même version du fichier, de toute façon, est bien meilleure là-dessus parce qu'elle a la meilleure colorimétrie aussi. Elle est quasiment identique à la version japonaise sortie en Blu-ray, hein, tout simplement. Donc là, on a un problème de colorimétrie, problème de gamma, color banding très 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 prononcé sur tous les dégradés de couleurs importants. On se dit, bon, quand même, ils ont peut-être foirer la qualité d'encodage vidéo. Et bah si, parce qu'avec 17 mégabits par seconde et aucun garde-fou dans la compression vidéo, ce Blu-ray justement descend beaucoup trop bas au niveau débit vidéo, ce qui altère énormément la qualité d'image, ce qui dégrade encore plus les dégradés de couleurs, et ce qui fait que par moment on voit de la pixelisation dans certains dégradés de couleurs, de la postérisation, des choses vraiment pas jolies dans un Blu-ray japonais, pas d'ailleurs chez eux, mais qu'on a chez nous, bizarrement. C'est encore une fois, ça montre que le contrôle qualité n'a pas été fait de manière parfaite sur ce film, et encore une fois, ça laisse présager le pire quand même sur 3.33 parce que sur 1.11 on se doute bien ce qu'ils ont fait pour pouvoir conserver les choses, hein, ok, mais là sur 2.22 on voit clairement l'incompétence de Selecta et de Dybex au niveau de la qualité vidéo. J'ai vraiment très peur sur 3.33, hein, je peux vous le dire. Hein. Hormis de la compétence, moi je vois pas autre chose. Hein. J'ai retourné le Blu-ray comme j'ai pu, dans tous les sens. C'est impossible de se planter aussi énormément sur la colo du film et de la gamma, c'est impossible. Impossible. Je veux dire, quand on a un HDCam SR, normalement, on met la cassette, on configure bien comme il faut, 10 bits, 422, etc., etc. On fait le transfert vers le fichier pivot 10 bits, et là, on commence à travailler dessus avec un vrai système pour conserver les dégradés couleurs, desering, etc., en compression 8 bits avec un compresseur 64 bien configuré. Non, là, c'est vraiment de la compétence pure et c'est vraiment flagrant. Bref, c'est un encodage vidéo catastrophique, mais ça vous rappelle pas quelque chose? Bah oui. Le Blu-ray d'Evangelion, la série télé que j'ai traitée en 2023,
avait le même problème. Un problème de colorimétrie et de gamma. Comme quoi, il faut bien choisir ses prestataires dans la vie, ça le montre encore une fois aujourd'hui. Au niveau du son, VO DTS HDMA 6.1 16 bits 48 kHz, VF DTS HDMA 5.1 16 bits 48 kHz. On retrouve enfin l'audio VO en 6.1, ça fait plaisir au niveau côté technique, hein. Ils n'ont pas loupé le canal central arrière, hein, cette fois-ci pendant l'encodage, c'est cool. On a un audio plutôt puissant niveau mixage, hein. Il est assez orienté niveau spatialisation, je vous montre une courbe wavefront où il y a les 7 canaux qui travaillent sur le film, c'est vraiment un film qui bénéficie à fond du mixage 6.1, ça ne fait aucun doute. L'AVF en revanche n'a pas bénéficié du mixage 6.1, alors que Selecta l'a fait pour le doublage catalan et espagnol, donc ils ont payé quand même 2 doublages là-dessus. C'est étrange car derrière, à l'arrière de l'édition collector et de l'édition standard, c'est bien indiqué audio français DTS HDMA 6.1. Donc bon, encore une fois, on sait pas pourquoi ça n'a pas été fait, et c'est quand même dommage, c'est encore le canal central arrière qui a été supprimé. L'AVF a été produite au studio Lilo avec une direction artistique de Philippe Rouillet, une adaptation de Karsten Totti, je sais pas si je dis correctement son prénom, et aussi de Charles Lewis. Alors, les Charles Lewis, faut arrêter. Ça, c'est des pseudonymes. Quand on n'assume pas son vrai nom et prénom, justement, pour de l'adaptation, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est qu'on n'a rien à faire en adaptation et on verra ça juste après. Et on reviendra aussi sur le dernier point en adapte, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on a un trio DA d'ailleurs, qui a fait déjà pas mal de VF pour Dybex. Et Charles Lewis, on l'a déjà vu, mais on sait très bien que c'est un pseudo. Je vous fais pas de dessin de qui est derrière en réalité. Mais avant de parler de la VF, je vais vous faire écouter un extrait qui est très révélateur de la qualité de ce doublage. Ah, tu as un peu maigri, hein, Richan. Misato-san Misato-san! Dis... Shikinami-san... Misato-san... Ah non, pas question, Misato-san! Asuka-san, Ikari-kun, Kaji-san... Misato-san Ikari-kun, que j'ai envie qu'Ikari-kun ressente la même chose. C'était Richan. Salut, Aida-kun! Misato-san... Misato-san... Shinji-kun, écoute-nous, s'il te plaît! Ikari-kun, tu as essayé de comprendre ton père, Ikari-kun? En tout cas, Rei n'a pas essayé d'empêcher Shinji-kun de partir. Kikari-kun, Shinji-kun, Misato-san! Shinji-kun, Shinji-kun, Fais marche arrière, Shinji-kun! Ne lâche rien, Shinji-kun! Misato! tout va bien, Ikari-kun. Ikari Shinji-kun. Vous l'avez entendu, l'AVF conserve les honorifiques japonais Kun, Shan, Sama, etc. Ce qui est strictement interdit car ça coupe la compréhension de l'œuvre pour le spectateur. Une VF est là comme une passerelle de la langue source et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut jamais faire. Mais ça, dans un doublage, est une faute professionnelle très grave. Il en va de la responsabilité des personnes en adaptation, ce que je vous ai dit justement en haut, mais aussi de l'éditeur, donc de Dybex. Là-dessus, je suis désolé, Dybex a un devoir de regard de justement de vérifier ce qui est fait sur ces doublages. Ça n'a pas été fait et ça, c'est quelque chose qui est encore plus grave parce que se planter sur un doublage, ça peut arriver. C'est pour ça que le client, justement, quand il voit qu'il y a un problème, il doit rappeler le prestataire en lui disant non, tu t'es planté là, ici, tu me refais ça correctement parce qu'autrement, la VF, je la sors pas. Et il est dans l'obligation de faire ce qui était prévu à la base. Donc, soit le choix de mettre les honorifiques a été fait dès le début, et on verra ça juste après, mais il n'y a aucune raison que ça soit intégré comme ça dans la VF sans que Dybex l'ait pas vu quelque part. Il y a quand même quelque chose qui est bizarre là-dessus. Et c'est justement ce qui m'amène à ce passage au niveau du doublage, c'est que concernant les honorifiques, mon confrère Univers JB, qui est journaliste chez Animeland, a eu l'occasion d'interviewer Philippe Rouillet, le directeur artistique de cette VF d'Evangelion 2.22. Je lui avais glissé quelques questions concernant ce passage au niveau de la VF, au niveau des honorifiques. Voici ce que Philippe Rouillet dit. Ça vient forcément de l'adaptation, je n'ai rien rajouté. Je ne m'amuse pas à réadapter les dialogues, sauf si ce n'est pas très clair. Ça ne vient pas de moi, c'est impossible. Je ne fais jamais ça. Donc ça, c'est les propos qu'a tenus Philippe Rouillet pendant l'interview avec Univers JB le 4 mai 2026. Sûrement Univers JB va sortir justement une interview de Philippe Rouillet plus tard sur son site ou peut-être dans Animeland. Mais ces propos-là qu'il a tenus montrent très clairement que la responsabilité des honorifiques dans la VF revient aux adaptateurs. Et moi, je me dis, mon petit doigt me dit que ça vient plutôt d'un certain Charles Lewis, qui est sous pseudonyme en fait, en réalité. Ça me dit, c'est bizarre quand même, mais je sais pas, parce que Karsten Totti a été rappelé pour la VF de 1.11 et 2.22 justement sur la VF de Prime Video, et il n'y a pas les honorifiques. C'est bizarre quand même. Il y a aussi des passages en VO dans la VF, avec une fois des cris d'exclamation. Alors cela montre encore une fois que le contrôle qualité c'est pas ça, mais il y a un autre passage où il y a carrément un Yamelo qui est dit en japonais tel quel dans la VF, tout va bien, extrait. Donc voilà, donc ça c'est le contrôle qualité qui a été fait sur 2.22. Donc je suis désolé, encore une fois, les Kunshan Sama, mon cul est sur la commode, ça, il n'y a même pas besoin d'être dans une configuration de contrôle qualité pour entendre qu'il y a un souci. Et les passages VO en VF, je suis désolé, ça, juste avec une passe de contrôle qualité, on les entend tout de suite. J'ai pas eu besoin de me fouler pour les entendre, j'ai pas besoin de chercher ou quoi que ce soit, je les ai entendus tout de suite. Donc encore une fois, le contrôle qualité, je crois qu'il est en option ou en vacances, très sincèrement. La VF est complètement à l'ouest niveau adaptation, il reprend les lourds
lourdeur et les incohérences des sous-titres, et on reviendra d'ailleurs sur ce point après. Le lexique n'est pas le bon, par exemple, et ça c'est encore un problème dans la VF. Normalement, on dit Hatefield, c'est le nom qui est utilisé justement dans la série, c'est un nom en anglais, donc du coup il faut utiliser la bonne prononciation. En français, ça devient Hatefield. Hatefield, puissance maximale! Hatefield, pleine puissance! On sait pas pourquoi. C'est assez cocasse. Je savais pas que du coup le Hatefield était athée. Hein. Merci de nous l'apprendre, Ibex, c'est très gentil. La VF parle aussi de les Maggie. Alors je vous le fais écouter. Les Maggie refont le calcul. Alors que c'est un système, donc c'est Maggie uniquement, pas besoin de lait là-dessus. Hein. Encore une fois, ça c'est aussi dans les sous-titres, hein, comme d'habitude. La VF montre aussi à quel point la traduction était littérale. Exemple, après le saut en parachute de Marie, elle cherche ses lunettes. Extrait. Lunettes. Comme vous l'entendez, a dit juste lunettes, ce qui est exactement d'ailleurs ce qui est dit en japonais, et ce qu'a dit plusieurs fois Megane, c'est-à-dire le mot lunettes en japonais. La bonne adaptation aurait été de dire mes lunettes, où sont mes lunettes? Là, ça fait vraiment littéral, ça n'a aucun sens de mettre ça en français. Personne, quand il cherche ses lunettes, dit lunettes, non. Désolé, c'est vraiment une VF à chier. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment un bel étron signé d'Ibex et Lilo. Alors, je me doute bien que Lilo a fait juste appliquer un peu quand même. Ils ont une petite part de responsabilité quand même. Mais a fait quand même appliquer ce que le client voulait, un petit peu, hein, j'ai l'impression. Parce que, bizarrement, Lilo, c'est pas le genre de choses qui s'amuse à faire dans les VF. C'est-à-dire de mettre juste lunettes dans une adaptation. Voilà, ça c'est très révélateur quand même de la qualité de la traduction qu'ils ont reçue à la base, hein, quand même. Hein. Ça devait être très 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 moche, mine de rien. Et on va y arriver justement. On va passer sur la traduction et les sous-titres. Alors on arrive sur le point qui m'énerve autant que la qualité vidéo désastreuse, c'est justement ces sous-titres. Déjà, encore une fois, la traduction est incapable d'appliquer correctement le lexique. Pourtant, c'est indiqué par l'ayant droit. Concernant Hatefield, justement, ça a encore changé. Sur 1.11, c'était AT directement collé avec Field juste un peu plus loin. Bah là maintenant on met un tiret entre les deux. On sait pas pourquoi. Bizarrement, ça a encore changé hein, là-dessus. C'est bizarre parce que Funimation n'a pas fait justement cette erreur, n'a pas mis de tiret. Mais là, cette fois-ci, le traducteur s'est dit tiens, je vais mettre un tiret aujourd'hui. Ça m'intéresse de mettre Hatefield avec un tiret. Non mais franchement, si on n'est même pas capable d'appliquer juste le lexique correctement, c'est quand même inquiétant. C'est encore une fois blindé de fautes. Exemple, il y a les OE qui sont toujours pas collés. Je vous laisse les captures. C'est pas la première fois que ça se produit en plus. C'était déjà le cas sur 1.11. La relecture est en option sur ces sous-titres. Encore une fois, vous inquiétez pas, hein, ces sous-titres-là niveau relecture. J'ai l'impression que c'est le bouton relecture, il a été appuyé, on l'a fait off. Voilà, on éteint, pas besoin de relecture. Mais un des points qui m'érisse le poil, c'est les honorifiques dans les sous-titres. C'est interdit dans une traduction professionnelle car ça coupe, comme pour la VF, la compréhension du spectateur pendant la lecture pour un néophyte qui souhaite juste voir son film en VO. Une traduction, c'est une passerelle entre une langue source et une culture source, ici le japonais, et une langue cible et une culture cible, ici le français dans notre cas, puisque c'est un Blu-ray qui s'adresse pour le marché français. Oui, merci, vous suivez au moins. Notre langue permet d'adapter tout ça à la perfection. Un excellent traducteur ou une excellente traductrice est totalement en capacité d'adapter ça à la culture française. Par exemple, dans ce film, Shinji se retrouve à un moment au lit avec Asuka. Mais à ce moment précis, il n'est ni proche d'elle, ni ami avec elle. C'est une gradée, même très importante d'ailleurs dans la hiérarchie, donc il reste un peu à sa place. Funimation a adapté ça par Miss Shikinami. Et d'ailleurs, vu qu'elle lui dit juste après de l'appeler Asuka, le ton change dans les sous-titres juste après ce passage. C'est le traducteur qui fait correctement son boulot en adaptation des dialogues et l'évolution des personnages entre eux. Sur la version Prime Video, Sanjushi laisse plutôt un ton neutre depuis le début du film jusqu'à ce passage-là. Il l'appelle par son nom de famille. Il y a une certaine distance depuis le début du film qui est là, à l'exception justement d'une scène en question qu'elle lui mentionne justement dans ce passage. Et à ce moment-là, lui demande de l'appeler Asuka, et là, le ton entre les deux dans les sous-titres change. Le problème, c'est que la traduction d'Ibex est tellement littérale, alors s'enfermant dans une traduction de Weeb avec des honorifiques, que le ton entre les deux personnages ne change pas en fait dans les sous-titres. On ne voit pas l'évolution naturelle là-dedans, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est un gros problème pour la compréhension d'ailleurs, après avoir bien analysé ces sous-titres, hein. C'est plus que possible que cela ait été traduit depuis l'anglais et non depuis le japonais. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après ça. On passera sur la traduction légendaire vers la fin du film du fameux « Il a tout absorbé, pilote et tout le bazar », digne des plus mauvaises adaptations dans les sous-titres. J'ai l'impression que le traducteur avait envie d'aller faire un vide-grenier à ce moment, ou aller dans un bazar. Il a mis ça dans les sous-titres. Je pense qu'il était un peu fatigué quand même. Il fallait peut-être qu'il boive un peu plus de café aujourd'hui pour avoir un moment de lucidité, parce que foutre ça en ligne de sous-titres quand même dans une scène aussi importante dans le film, ça coupe net, mais net. Quand j'ai vu ça, j'ai fait pause, j'étais là, ah ouais, on en est là quand même, hein. Ah ouais. C'est là qu'on se dit que vraiment la traduction est très littérale, hein. Y a rien à dire là-dessus. Il y a de l'anglicisme à la con, en veux-tu en voilà. Exemple, il y a un back-upé qui traite
traînent dans les sous-titres. Alors ce qu'il faudrait backuper, c'est surtout la nullité de ces sous-titres pour faire ça en guise d'exemple pour les futurs traducteurs de métier. Parce que je suis désolé quand on voit ça là-dessus, c'est inacceptable, c'est vraiment mauvais. On n'a pas à mettre des mots comme ça dans les sous-titres. Surtout qu'il y a un mot français qui existe, ça s'appelle sauvegarde. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On veut se donner un style et tout, comme on est en informatique, on met backuper. Quand on ne maîtrise pas l'informatique, on ne met pas ce mot-là, désolé. Mais il y a un autre point qui est très étrange et on va faire un petit jeu. Dans 2.22, on en a parlé juste avant, ça introduit un nouveau personnage, Marie. Voici 2 transcriptions de son nom en japonais. À votre avis, laquelle est la bonne? Eh ben oui, c'est la deuxième, Marie avec un i à la fin. Le problème, c'est que Dybex dans les sous-titres a lu je ne sais comment avec la première réponse niveau retranscription. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un y à la fin, donc Marie avec un y. Alors que le bon nom, c'est Marie, M-A-R-I. Pourtant, en japonais, c'était bien sous-titré, incrusté dans la vidéo. On voit bien que c'est la bonne transcription qui est dessus. Le script de dialogue qu'a reçu Dybex à l'époque, c'était aussi mentionné comme ça. Mais pire encore, c'est que dans le livret japonais du Blu-ray, c'est aussi inscrit comme ça. Mais dans le livret Dybex, ils avaient pas fait l'erreur. Oh mince alors. C'est bête, hein. C'est bizarre parce que du coup, l'erreur est seulement dans les sous-titres français et néerlandais, qui sont de toute façon la même base. Mais toutes les autres éditions dans le monde, italiennes, allemandes, espagnole, catalane, américaine, ce que vous voulez, il n'y a pas l'erreur. La seule traduction où il y a ce problème-là, c'est la version française et néerlandaise. C'est étonnant quand même, hein. Mais du coup, elle vient d'où cette base de traduction pour avoir fait cette connerie? Parce que c'est impossible qu'un traducteur japonais se plante là-dessus quand même, là-dessus. C'est genre la base, en fait, c'est inscrit sous ses yeux. Donc je vois même pas comment on a pu se planter sur la transcription d'un nom dans les sous-titres quand même, c'est assez grave, hein. Et c'est pas une erreur de logiciel de correction d'orthographe, hein, parce que j'ai fait le test sur tous les logiciels de correction d'orthographe qui existent. La seule chose qu'ils essayent de corriger, c'est de rajouter un E. Parce qu'en français, nous, Marie, c'est un E avec à la fin. Mais c'est bizarre, hein, quand même. Moi, je vous le dis, c'est très très bizarre. Ce point-là, justement, est très révélateur de comment ont été faits ces sous-titres. Je vous laisse faire vos hypothèses là-dessus, mais moi, je vois déjà d'où vient cette traduction et je peux vous garantir que ça va pas du tout. Bien, Des. Kevin-kun, Oui, professeur Sensei. faut savoir ce que vous faites? Là, je suis sur un épisode, donc j'ai vu que le personnage, là, il dit Kekakudori. Donc, je suis allé vérifier sur le traducteur en ligne de japonais. Voilà, ça veut dire selon le plan. Donc voilà, j'ai écrit ça, tout se déroule selon le plan, en police Comic Sans avec un peu de bleu fluo, parce que c'est plus sympa comme ça, on avait dit. Je vous ai déjà dit 100 fois. D'abord, l'orthographe. Tout se déroule E-N-T. Parce que tout. Ah oui, ouais. Ensuite, pardon. selon le Kekaku. Selon... Et dans un second temps, astérisque, Kekaku signifie plan. Plan, oui, pardon, c'est vrai. Vous étiez où vendredi dernier? En bref, c'est des sous-titres très mauvais. En aucun cas, je peux vous recommander de voir le film avec ça. Allez sur Prime Video, la traduction de Son Jushi est quand même bien meilleure. Passez votre chemin sur ce Blu-ray, aussi bien en VF qu'en VOSTFR, c'est ni fait ni à faire, c'est pas bon. 0. Direction le menu du disque pour voir ce qui se passe au niveau bonus. Alors, on a à l'intérieur les fiches techniques artistiques, les bandes annonces, teasers, spot TV ainsi que les vidéos promotionnelles sorties à l'époque. Fly Me to the Moon qui est une vidéo de 1 minute 44 avec le remix de 2007 de la musique et des passages du film 2.0. Un autre bonus qui s'appelle version Noguchi. Alors, c'est la scène finale avec quelques petites variations par-ci par-là. Bon, c'est intéressant, pourquoi pas, pour avoir une autre vision sur le film. Le rebuild of Evangelion 2.02 qui c'est ni plus ni moins que toutes les étapes pour faire l'animation du film au niveau des scènes bien précises. Ça dure 22 minutes 26 au bonus. Le vidéoclip, la décision finale, et au moins sur ce disque, on a beaucoup de bonus. D'ailleurs, à l'époque, c'était quand même vachement cool parce qu'Evangelion est quand même bien documenté, ça permet d'avoir des bonus comme ça, justement. Il y en a pas mal, c'est quand même cool. En majorité, on a récupéré quasiment tout ce qui était sur le Blu-ray japonais. Ça fait plaisir. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs, l'audio 6 points en VO. Bon, voilà, enfin, il est présent, ça fait plaisir. Les bonus, bon, ça, on a récupéré essentiellement ce qui était dans le Blu-ray japonais. Donc ça, c'est quand même cool. On a globalement tout, hein, de ce que j'ai vérifié, il y a tout, normalement, tout est ok. L'édition collector, alors je vous l'ai montré avec l'édition japonaise justement pour voir à quoi ça ressemblait aussi l'édition française parce qu'elles étaient assez similaires de toute façon. C'était quand même une belle édition à l'époque, hein, là-dessus. Les finitions étaient quand même plutôt pas mal. Sur 3.33, on verra que c'était pas tout à fait les mêmes. Mais globalement, le coffret 2.22, il y avait aussi un bonus pour ceux qui avaient préco. Il y avait une bande de pellicule de 2.22. Alors, c'est assez drôle de prendre une bande de pellicule, sachant que de toute façon, le digital intermédiaire de 2.22 est numérique de toute façon à la base. Hein, parce que c'était d'ailleurs un des premiers films en DCP qui avait été fait pour le cinéma. Et c'était sympa, c'est un petit coup de vis sympathique. En plus, les gens se battaient pour avoir les meilleurs passages en pellicule. Ça a été le cas aussi pour Fate Evansfield, hein, quand ils avaient fait le coup dans les cinémas japonais. Ils donnaient des bouts de pellicule comme ça. Et sur les sites d'enchères, des fois, ces bouts de pellicule, c'était vraiment le passage le plus apprécié du film. Ça se vendait très très cher. Je me souviens de certaines annonces sur Yahoo Auction Japan qui étaient assez énormes quand même, mine de rien. Sur Fate Evansfield et sur Eva, ça a été le même business de toute façon. Dès qu'il y avait des bouts de pellicule, des trucs comme ça, des goodies assez rares et qui avaient un
passage que les gens voulaient. Ça se vendait très cher. On passe au point négatif. Bon, et on va faire la liste. Hein. Problème de gamma et de colorimétrie. Alors ça, c'est quand même balèze, hein, quand même, parce que Funimation, ok, ils ont un peu de color banding, mais ils ont les bonnes couleurs. Donc, ils se sont pas plantés sur la colorimétrie de la vidéo. On peut quand même leur tirer le chapeau là-dessus. Mais la version d'Ibex Selecta, elle, a un gros problème de gamma et de colo. On dépasse ces 10% d'erreur de colo, ce qui est considérable, hein, quand même, pour une vidéo. Quand on passe une scène de violette à bleu un peu vert, déjà, c'est pas bon signe. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mon signe. De toute façon, vous avez toutes les captures d'écran en bas dans la description. Vous avez tous les comparos que j'ai fait dessus. C'est indiscutable ce qui est la qualité vidéo de ce Blu-ray. C'est mauvais. Niveau couleur et gamma, c'est mauvais. Déjà, je suis désolé, hein, mais une erreur de colorimétrie de gamma, ça pose question quand même sur les compétences techniques au niveau du staff qui a fait l'encodage de ce Blu-ray. Voilà, ça c'est déjà très inquiétant. Si on sait pas déjà acquérir un HDK MSR 10 bits et qu'on essaye de faire un pivot derrière et qu'on n'est même pas foutu de vérifier le gamma et la colorimétrie, ça en dit long sur la qualité technique déjà à l'époque, sachant que sur le Blu-ray de la série télé, hein, je vous ai montré qu'il y avait aussi un problème de couleur. Deuxième point, la qualité vidéo catastrophique. Quand on met pas de garde-fou pour éviter que l'encodeur H264 descende trop bas, ce qui fait que la moyenne du débit est à 17 mégabits par seconde, hein, c'est très très bas, hein, pour un film pareil. Donc la qualité vidéo en prend un coup, les dégradés de couleurs qui sont déjà endommagés se font encore plus endommager, on a de la postérisation, la répartition du débit vidéo à l'image est catastrophique, c'est vraiment pas fait correctement, ça c'est clair et net. Manque de maîtrise complète au niveau de la qualité vidéo, de la compression vidéo, c'est clair et net. La personne qui a fait ça ne maîtrise pas ses outils, ça c'est sûr et certain. Les sous-titres, désastreux, aussi bien au niveau traduction, adaptation, Kunshan Sama, mon cul, etc. Mais aussi, je l'en ai pas parlé pendant la review justement, mais comme pour 1.11, j'allais pas remettre encore une pièce dedans, mais il y a aussi encore un problème au niveau des normes de sous-titrage, c'est pas du tout respecté, le CPS dépasse les 25 voire 30 par moment, c'est n'importe quoi. Je vous mets un petit screen à l'image un meilleur best-of justement là-dessus. Bref, le repérage et l'adaptation est mauvaise là-dessus, sur ces sous-titres, c'est catastrophique. Des Kun, des Shan et des Sama dans une traduction professionnelle, c'est inadmissible. Je suis désolé, mais ça on voit ça dans des fansubs des années 2000, hein. On voit pas ça dans des traductions professionnelles. Quand on achète un Blu-ray, on n'a pas envie d'avoir ça, hein. Très clairement, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, là on se fout de nous quand même, c'est pas possible, on se fout de nous quand même, hein. Là les sous-titres, déjà à l'époque, hein, quand j'avais acheté ce Blu-ray, j'avais hurlé sur la qualité des sous-titres et de la qualité vidéo, et ça ne changera pas aujourd'hui que je dis ces sous-titres sont mauvais, cette qualité vidéo est vraiment mauvaise. Mais c'est couplé aussi à une VF avec des honorifiques et à l'ouest au niveau de lexique, quitte à faire un combo sous-titres pourri, il faut faire avec la VF, hein, de toute façon. Bon, on a mis les honorifiques japonais dans les sous-titres, pourquoi on les mettrait pas dans la VF? Allons, je me demande qui a eu la merveilleuse idée quand même de faire ça, hein, mais j'ai ma petite idée là-dessus, on commence à me donner des noms et des choses qui ont été dites en convention, hein, ce que faut pas croire, hein, justement comme je dis, ce que je fais en review, certains de mes abonnés me posent des choses qui ont été dites en convention par l'éditeur, donc il y a certains propos qui commencent à remonter, donc on commence à avoir des infos là-dessus, mais comme je n'ai pas l'écrit sous mes yeux, je ne vais rien dire comme d'habitude, mais on commence à avoir une petite odeur qui arrive là, qu'on se dit c'est peut-être la personne qu'on pensait depuis le début en fait. Bref, en tout cas une VF mauvaise, honorifique dedans, mauvais au niveau mixage, à l'ouest au niveau lexique, et le combo, alors là c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas eu de contrôle qualité, des passages en VO dans la VF. Franchement, laissez un Yamelo en VO dans la VF. Faut le faire quand même. Je suis désolé, mais là, c'est vraiment le niveau zéro au niveau du doublage. J'aurais jamais cru voir ça, mais dans un film pareil. Il y a eu SAO où, effectivement, sur les dernières saisons qu'Olziani avait sorties, il y avait des passages où c'était en VO dedans. Mais là, quand même, sur un film comme Evangelion, on va pas me dire qu'on fait pas un contrôle qualité correct quand même. Parce que ça, je suis désolé, hein. Quelqu'un qui est au QC, justement, il l'aurait entendu tout de suite, le problème de VO dans la VF. Comment ça a pu passer les mailles du filet? Comment? Moi, la seule hypothèse que je vois, c'est que ça n'a pas été contrôlé. Parce que n'importe qui, je fais le test, hein, tout le monde aurait entendu tout de suite. C'est pas doublé du coup? Non, c'est pas doublé. C'est pas doublé. Donc tout le monde l'aurait entendu. Et le dernier point, pas de 6 points sur la VF. Bon, on sait pourquoi, hein. Probablement peut-être un problème de coût, parce qu'en tout cas, Selecta l'a fait sur le catalan et l'espagnol. Aux États-Unis, ils l'ont fait aussi. Bon, c'est dommage, parce que un doublage quand même, 6 points, c'est quand même cool, hein. C'est quand même prestigieux.
jeu, et surtout que c'est indiqué à l'arrière du coffret de l'édition collector et de l'édition standard, donc pas le faire, c'est quand même bien dommage, hein. Déjà à l'époque, j'avais mentionné ce point-là, pas de VF 6 points alors que c'est indiqué. Bon, ben, c'est ballot quand même, hein. Donc, et bien évidemment, comme pour 1.11, je ne vais pas vous mettre de lien pour acheter cette pseudo-édition de 2.22. C'est inacceptable de voir un tel travail sur une œuvre de cette qualité, et ça confirme encore une fois qu'il est grand temps de faire des perfectes éditions de ces films, de laisser des vrais spécialistes à tous les postes gérer ces films, et surtout de ne plus toucher aux sous-titres qui ont été faits, surtout ceux de Sanzushi, à part corriger les quelques coquilles qu'il peut-être peut avoir, mais de ne rien toucher à l'adaptation. Quand on n'est pas compétent au niveau adaptation, on ne touche à rien, surtout après, surtout quand on ne maîtrise pas le japonais, parce que ça se voit sur ces sous-titres et sur cette VF, la maîtrise du japonais n'est pas là, et ça se remarque tout de suite. Donc là, on a quand même problème de colorimétrie, problème de gamma, problème dans les sous-titres, problème dans la VF, problème de qualité vidéo au niveau de sa compression. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, et je pense qu'il est vraiment temps de faire vraiment les perfectes éditions. Il faut vraiment qu'elles se fassent, parce que là, c'est pas possible de laisser 2.22 dans cet état. C'est ni fait ni à faire. Et en plus, j'ai oublié de le mentionner dans le passage en VF, cette VF a été diffusée sur Game One il y a quelques mois avant la fermeture de la chaîne. C'était l'été dernier. Je trouve ça inadmissible quand même d'avoir diffusé cette VF à la télé, sachant qu'elle ne respecte pas les standards justement d'un doublage. Il y a des honorifiques japonais dedans, c'est interdit. Et donc je trouve ça quand même assez culotté quand même d'avoir filé cette VF à Game One pour pouvoir la diffuser. Il est temps d'investir dans les VF d'Amazon. Ça va coûter de l'argent, oui, mais au moins on va avoir quelque chose de correct. Parce que là en l'état, c'est vraiment pas correct du tout. Avec un Blu-ray aussi mauvais, on va me dire qu'on va toucher le fond avec le 3.33 en plus, hein. C'est pas possible, on va pas creuser encore plus avec ce film. On verra ça dans la prochaine review du film de 3.33, hein, mais bon, j'ai quand même un peu peur, hein. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, ce sera Summer Wars 4K, ça me fera faire une pause, hein, quand même sur Eva, parce que je peux vous garantir que actuellement ça me prend la tête comme pas possible de voir des Blu-ray aussi mauvais. C'est plus possible pour moi. Vivement que je passe ce chapitre-là. J'avais promis de le faire, je le fais, je le tiens. Je le fais vraiment pour vous, hein, parce que sincèrement je passe vraiment un très mauvais moment sur ces reviews à chaque fois, parce que je vois le niveau de nullité de ces disques, et je peux vous dire que ça me révolte de les voir. Je le fais vraiment pour vous puissiez voir la réalité de ce que c'est ces éditions, et vous ayez les arguments pour exiger de nouvelles éditions de Dybex. Surtout que maintenant il y a les versions 4K, c'est le moment d'utiliser ce nouveau matériel, et surtout il y a une nouvelle version 1080p qui existe, qui est bien meilleure que les précédentes, donc il n'y a aucune raison de pas le faire en ce moment. Franchement, faut le faire là, il faut vraiment y aller. Donc là je vais pouvoir faire du Summer Wars, c'est un très bon film, en plus j'adore ce que fait le réalisateur sur ce film. Nouvelle version Ultra HD 4K avec du HDR, en plus une édition collector d'All the Anime, non Deluxe, excusez-moi, c'est Deluxe, hein. Il y a un steelbook qui est une édition Deluxe qui existe pour ce film, donc vraiment c'est parfait, on va pouvoir passer à un super beau film. Au moins il y aura une bonne traduction dedans, parce que je me souviens très bien de la version de Kazé, les sous-titres étaient très très bons. Au moins ça sera déjà ça de gagner. Mais en tout cas voilà, on va faire une pause sur Eva. La prochaine review sur les Shin Evangelion, ça sera 3.33 du coup, et dès que je recevrai le dernier film 3.0 plus 1.11, on fera bien évidemment la review. Moi je vous donne mon avis là-dessus. Au niveau des précommandes, on me harcèle à ce sujet-là. Moi de mon point de vue, j'achète le coffret parce que je vais le faire en review. Donc je l'ai précommandé, je l'ai réservé, j'ai fini de le payer quand le mail est arrivé de la part de Dybex. Je me doute que de toute façon, ce film ne sera pas en rupture de stock tout de suite au niveau de l'édition collector avec le 4K. Si vous pouvez vous permettre d'attendre pour l'acheter, attendre la review pour l'acheter, ça serait peut-être plus raisonnable. Après, je peux comprendre que vous soyez fan et que vous voulez absolument avoir cette édition. Après, ça sera libre à vous, hein. Si l'édition est mauvaise, faudra pas venir pleurer, hein, malheureusement. Mais voilà, moi, de mon point de vue, il est plus raisonnable d'attendre la review. Il y a quand même un passif assez énorme sur Evangelion. Les trois films sont sortis. 2 déjà sont en review, sont mauvais. Le 3.33, je vous fais pas de surprise, mais je pense que ça sera à peu près du même acabit. La série télé qui est ressortie en Blu-ray en 2023 avait un problème de colo assez important avec un problème de gamma. Moi, je vous conseillerais d'attendre. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, je vous mets pas un flingue sur la tempe, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mon avis là-dessus. Si j'étais à votre place, j'attendrais. Tant pis si je peux rater le 4K, il sortira en édition standard. Ou j'irai prendre l'édition américaine qui, je sais déjà, est bonne au niveau encodage parce qu'elle a déjà les sous-titres français de Prime Video. Donc voilà. Donc je préfère vous prévenir. Si vous pouvez attendre, attendez. Si vous voulez absolument prendre le coffret, prenez-le. Mais il ne faudra pas pleurer si jamais il est raté, parce que là, le délai de rétractation sera dépassé de toute façon. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est super important. Alors, pouce bleu, maintenant, c'est pouce en l'air, parce qu'il n'y a plus de bleu maintenant, d'ailleurs, dessus. C'est un peu dommage, parce que c'était bien quand c'était coloré. N'hésitez pas à booster la vidéo, c'est important. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le bouton rejoindre pour avoir les reviews en avant-première. Et vous avez les super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel à un moment pour me payer un café ou quelque chose. Pour enfin souffler après ces putains de Blu-ray d'Evangelion, ça serait très gentil de votre part. Et je vous remercie
remercie infiniment tous ceux qui font des dons avec les super merci, le bouton rejoindre, qui commentent, qui boostent la vidéo, qui réagissent en commentaire. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Je fais ce que je peux. Des fois, je suis assez fatigué, donc répondre à tout le monde, c'est compliqué. Mais je réponds à tout le monde. J'essaie de faire le maximum. Mais en tout cas, voilà. Vous avez déjà les 2 premiers films des Shin Evangelion de fait. Il manquera les 2 derniers, 3.33 et 3.0 plus 1.0. Et après ça, on aura conclu Evangelion définitivement et ça sera une bonne chose de faite. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.